Allez, ça va commencer. Mesdames et messieurs, bienvenue pour cette nouvelle conférence qui va traiter d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Ocean STEM, Dany, qui veut démarrer un nouveau projet très ambitieux et qui lui tient beaucoup à cœur aussi. Alors avant de commencer, il est important de partir. Alerte spoiler. Nous allons nous servir du film Ocean's 11 pour un certain nombre d'apprentissages, en plus de quelques retours d'expérience. Donc, durant ces 3 quarts d'heure de conférence, on va avoir plusieurs niveaux d'apprentissage. Le premier étant comment réussir un braquage de casino. Le second étant comment réussir un projet complexe. Et si on prend encore un peu plus de recul, c'est comment on peut regarder différemment les super productions américaines qui nous sont servies quotidiennement au cinéma pour pouvoir aller. Ça marche aussi sur les autres nationalités. Ça marche également sur d'autres types de médias. Voilà, tout ce qu'on peut dire. Donc personne n'a envie de partir, parfait, on y va. Sachant que si vous partez, vous devrez passer devant la caméra. Tout le monde verra que vous êtes parti. C'est à toi de passer le slide. Pardon. Alors, en effet, comme on est en train de décortiquer une super production américaine, on ne peut pas passer à côté du triangle dramatique ou triangle Catman, où on a un super sauveur, un persécuteur et une victime. C'est le meilleur moment pour spoiler un tout petit peu de truc. Rassurez-vous, en effet. Ocean's 11, c'est Dany Oceans qui sort de prison et qui décide de monter un braquage en 15 jours. Voilà, grosso modo. C'est un film qui est sorti en 2001. Et oui, j'en vois certains au fond de la salle qui disent « Putain, déjà, ouais, 2001 ». Si on réfléchit un peu, 2001, c'est la première édition d'un truc qu'on utilise tous en tant qu'agilistes. Voilà. C'est le manifeste agile. Bon, c'est un total hasard, hein. Sachant que le film a été repris, en fait, c'est un remake de L'Inconnu de Las Vegas qui a été tourné en 1960, je crois. Alors là, tu me poses la Donc colle. tous les concepts qui sont là sont des choses qui sont déjà aux prémices en 1960. Dans ce film, on va avoir affaire à un persécuteur qui s'appelle Terry Benedict, pardon. On va avoir, nous on a identifié en tout cas un certain nombre de victimes. Tess, jouée par Julia Roberts, et Reuben. On reviendra un peu plus loin sur les personnages. Et forcément, le sauveur, ou les sauveurs, c'est Dany Oceans, ainsi que l'ensemble de son équipe. Alors avant d'aller plus loin, on fait comme en Amérique, nous, on fait des pubs. Alors, voici nos sponsors à Agile Lyon. Ça, ce sont les sponsors Gold. Fabien et moi-même venons de l'entreprise Clanic et c'est l'occasion de poser nos trognes quelque part. Et on remercie fortement tous ces sponsors sans qui Agile Lyon ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et ça tombe bien qu'on vous parle de sponsors parce que... Non, dans les sponsors, aujourd'hui, un sponsor, vous, qu'est-ce que ça vous évoque ? Alors je vais répondre à votre place. C'est un sponsor, voilà, ça va être un appui. Ce qu'on voit sur les sponsors, c'est principalement financier. Sur les sponsors Gold ici, c'est de l'argent qu'ils vont amener, ça leur permet d'avoir un stand devant. On a également des sponsors qui apportent pas forcément juste de l'argent, qui apportent d'autres types d'appuis. Ici, par exemple, on a Rôti Express. Pensez au Rôti en fin de séance. Rôti Express, ils me permettent juste de mettre à disposition leur solution. C'est aussi un sponsor, même s'ils ne dépensent pas de l'argent pour qu'on ait à manger à midi, mais ils participent aussi à sa manière à la conférence. Les sponsors dans Ocean 11, je vais continuer. Voilà. Le film commence, on passe à la scène d'introduction, le film commence par « il faut trouver un sponsor ». Parce que finalement, on a besoin du sponsor pour faire le projet. Sans le sponsor, on n'a pas les financements pour ce projet. Et en l'occurrence, ce projet, il est plutôt ambitieux. Ils le disent ici, ils ont besoin, sans ça, le projet est trop ambitieux donc, pour pouvoir exister.
sponsor, donc c'est le rôle primordial. Sans lui, il n'a pas lieu. Bonne motivation, c'est-à-dire que le sponsor, il doit avoir un intérêt dans le projet. Si votre sponsor, il vous dit « Ok, vas-y, je sponsorise ton truc, je passe voir de temps en temps dans tes équipes et je lui dis que voilà, je sponsorise le sujet et c'est très bien ce que vous faites » et derrière, il part. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des sponsors comme ça. C'est pas vraiment comme ça qu'il va aider l'équipe. C'est pas juste « Voilà, j'ai mis de l'argent sur la table et débrouillez-vous, faites-en ce que vous voulez ». On va vraiment le retrouver ici, où le sponsor, il va vraiment être présent dans les différents points de l'équipe. Il sera tout le temps là, autour de l'équipe, pour soutenir l'équipe. Il connaît bien le marché, donc alors, pas du braquage, hein, le marché du casino, parce que c'est lui qui a mis en place un bon nombre de sécurités dans différents casinos. Hein. Il se vante d'avoir inventé la sécurité dans les casinos. Donc c'est quelque chose qu'il connaît bien, et vu qu'il connaît, il peut aider l'équipe. Et enfin... Il y a une très très bonne motivation. En effet, voilà. ce sponsor Reuben, qu'on retrouve ici, qui est aussi une victime, parce que il subit la pression de son adversaire principal, qui est Terry Benedict. Donc il a aussi, en termes de volonté et de motivation, quelque chose qui ressemble à de la vengeance, en fait. Je veux me venger de Terry Benedict. Quand on parle de vengeance, c'est vrai que ça évoque plutôt persécuteur. Tout à l'heure, dans le triangle de Karpman, on l'a placé au niveau des victimes. En fait, ce triangle, ici, on a résumé les rôles sur une vision globale. Quand on avance dans le film, à chaque fois, les différents rôles vont évoluer. On peut être tour à tour héros, persécuteur et victime, en fonction de ce qui se passe. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu dans le film. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu le film ? Ça vous donnera envie de le voir. Voilà. Alors, le film se termine bien. Voilà. On vient de spoiler tout le film. Maintenant, on ne spoilera pas plus, donc vous pouvez rester. Voilà. Donc c'est vrai que son intervention, alors là où c'est quand même extraordinaire, où c'est une bonne source d'apprentissage, et si on prend un peu de recul sur ce que fait Reuben dans le film, Reuben, il est un sponsor exemplaire. Il est là à toutes les réunions. Il est là quand ça va mal, il est là quand ça va bien, il est tout le temps là. Il n'est pas là pour dire quoi faire, il est là surtout à la fois en team player, c'est-à-dire que j'amène des idées, mais aussi en supporter. C'est-à-dire en gros, je viens en soutien avec vous. De quoi vous avez besoin ? Dites-moi de quoi vous avez besoin. Je vous donne les moyens pour y arriver. Voilà. Et c'est pas du tout, il ne prend jamais le rôle de leader dans l'organisation du CAS. Vous avez des sponsors comme ça chez vous ? Oui ? On voit quelques. Alors, il y a quelques têtes qui se hochent. On a entendu un nom. Nous personnellement, alors, on en a parlé quand même un petit peu en préparant. On n'en a jamais rencontré avec ce niveau d'implication, tout en restant impliqué sans être donneur d'ordre. Vraiment, ce type de sponsor, on l'a jamais vu. Allez, j'ai eu quelques expériences avec des projets divers dans des grandes entreprises de l'écosystème lyonnais. Je n'ai jamais eu un sponsor comme ça. Le dernier en date, c'est pareil. Il donne une impulsion. Il dit voilà, j'investis, mais derrière, j'ai dû le voir en 6 mois, 2 heures. Ce qui est très très peu. Ouais, on a dit que c'était interactif, il n'y a pas de souci. Il n'impose pas des décisions non plus. Alors la question, il n'impose pas des décisions. Non, en effet, oui. La question, c'est il n'impose pas des décisions. En fait, il n'impose aucune décision. Les seules interactions, c'est vous êtes cinglé. Qu'est-ce que vous avez contre Bénédicte ? J'en suis. Et derrière, oui, il est là plutôt pour proposer des choses ou être juste présent, juste sa présence pour assurer. Cette scène, cette capture de la scène, elle fait suite au repas qu'ils ont eu où en fait ils ont pitché leur projet. Ils ont essayé vraiment de convaincre le sponsor du bien fondé de leur projet. Le sponsor justement ne voulait pas y être. Il voulait pas y être impliqué, c'était trop dangereux, c'était suicidaire. C'est à la toute fin.
ils vont pour partir. Là, ils sont en train de sortir de la villa de Ruben. Et à ce moment-là, au fait, c'est qui que vous envisagez de braquer? Et c'est là, finalement, qu'ils ont trouvé une motivation pour impliquer le sponsor et qu'il est venu. Et en fait, c'est vraiment tout. Et après, tout du long, on voit le sponsor, il va être là plus sur du conseil, mais encore, c'est du conseil qu'on suppose, parce qu'on ne le voit même pas vraiment interagir pour conseiller. C'est juste qu'on sait qu'il a ce niveau, mais à chaque fois, ça se passe hors caméra. Une fois qu'on a son sponsor, on peut regarder pour trouver l'équipe. Ouais, on a de l'argent, on a des moyens, pas forcément que financiers, ça peut être un lieu pour se retrouver. Et ben, on constitue une équipe pluridisciplinaire. Donc là, en l'occurrence, l'équipe, elle est assez simple. Hein. Il y a 11 personnes, en comptant le sponsor qu'on retrouve là. Et cette équipe, voilà, chacun a un talent particulier. Alors, on ne va pas les énumérer parce que ça a peu de sens, mais voilà, si vous regardez le film ou si vous revoyez le film, vous avez chaque personne qui a un rôle bien particulier. Il y en a quelques-uns qui ont des rôles polyvalents, notamment nos deux personnages principaux qui sont au centre. Quand ils ont constitué cette équipe, chacun des personnages est vraiment vu un par un. Et finalement, donc les personnages principaux qui, à ce moment-là, ont une posture de leader, donc finalement vont pitcher un petit peu chacun leur projet, et pour convaincre un par un les personnes de faire partie de l'équipe. Et toutes ces personnes, ils vont les chercher en vue de leur rôle. C'est vraiment, chacun apporte quelque chose, une compétence particulière au projet. Et chacun, même s'il y en a qu'on a mis polyvalence, qu'on n'a pas réussi à les étiqueter autrement, parce que finalement, ils apportaient tellement de choses que c'était polyvalent, mais un petit peu tous sont polyvalents. C'est-à-dire que même si aucun n'est vraiment, tous sont spécialistes, mais tous sont également polyvalents, c'est-à-dire un petit peu touche à tout, en mesure d'aider un petit peu. Par contre, effectivement, celui-là, il s'est plié en 4 pour rentrer dans une boîte. C'est le seul à le faire. Donc effectivement, les tâches de très haut niveau, elles sont confiées aux spécialistes. Par contre, les autres comprennent ce qu'ils font, sont en mesure de l'aider et de l'assister, notamment à distance. C'est une équipe de doers. C'est super important en fait. Il n'y en a aucun qui reste vraiment en position à attendre. J'attends ce qu'on me demande de faire, je vais exécuter ce qu'on me demande. Tous, vu qu'ils ont une compétence particulière et qu'ils savent qu'ils sont là pour cette compétence, ils sont en mesure finalement de l'apporter et de prendre le lead sur ce domaine-là. Ça tombe bien que tu parles des compétences, parce que les compétences, elles sont connues et reconnues par tous, justement dans cette équipe. Donc il y a quand même un fort travail qu'on peut imaginer, parce que dans le film, notamment, très peu de temps est consacré à montrer l'onboarding, à montrer comment ils interagissent en amont et en fait pour mieux se connaître. En tout cas, ils ont des objectifs forts chacun pour y participer. Mais ils ont des attitudes qui sont vraiment connues et reconnues. Ce qu'il y a d'intéressant aussi qu'on peut extraire de ce qui se passe là, c'est le Linus. Donc Linus, c'est... je me souviens plus du nom de l'acteur, mais bon. Voici Linus, qui est le petit nouveau. Voilà. Matt Damon, merci. Qui était encore tout jeune, petit nouveau, justement. Ouais. Et qui a intégré le groupe parce que, voilà, on n'avait que lui en tête. Et quoi qu'il arrive, ils ont quand même passé du temps sur le kick-off, sur un briefing d'équipe, on pourrait coller ça sur un sprint planning, en fin de compte. J'ai quelques expériences de kick-off qui ont été extrêmement riches. On a passé une journée ensemble à discuter autour du produit, autour de ce genre de choses. C'était une expérience qui date pas d'hier, qui se passait à Grenoble. On a réussi à faire venir la personne qui portait un projet ambitieux. Personne qui a commencé son pitch produit assez simplement. Voilà, nous on a besoin de ça, on aimerait faire ci, etc. Moi, en tant que coach à l'époque, j'attendais un peu de réaction, un peu de questionnement de la part de l'équipe, chose qui n'a pas émergé. Donc j'ai pris un peu le lead à ce moment-là et j'ai dit, mais pourquoi tu veux faire ça avec qui? À qui ça va être utile? Un genre de QQ au QCP, quoi, tout simplement. Et en creusant avec lui, on s'est rendu compte que son produit, c'était pas simplement de produire une appli web, une appli smartphone, pardon. Son produit,
il avait pour but ultime de renforcer l'image de marque de son entreprise. Ce qui est quand même pas rien. Renforcer l'image de marque de son entreprise vers l'externe, en creusant encore un peu plus. Parce que les clients, l'applicatif, le smartphone, ça permettait d'avoir des interactions en live, etc., de ne pas être obligé de revenir à une agence pour récupérer les infos, pour revenir vers le client. Mais aussi en interne, parce que les techniciens qui allaient utiliser ce smartphone et cette appli allaient être en capacité d'avoir toutes les informations nécessaires et disponibles pour faire leur métier, ce que les concurrents faisaient déjà. Et donc le technicien, ça le fidélise, en quelque sorte. Ce kick-off, si on le fait trop rapidement ou pas assez, enfin moi, l'apprentissage que j'en ai, tel qu'on peut l'extirper de ce film ou l'extirper de mon expérience, ce kick-off, il a une importance particulière, il doit avoir une saveur particulière. Il doit embarquer les membres de l'équipe. C'est le cas de ce kick-off. Si vous regardez le film, si vous le regarderez, c'est tout ce qu'on va vous montrer, et c'est la première heure de film. Ça embarque complètement l'équipe. Je me souviens plus exactement des termes, mais réellement, voilà, il dit c'est le plan le plus barré qu'on peut faire, mais vous allez être célèbre. À contrario, moi, j'ai vécu une expérience très proche de celle décrite par Adrien, c'est-à-dire un kick-off très classique, très descendant. J'ai pas eu ce réflexe, qui est celui qu'Adrien a eu, qui est d'essayer de trouver le sens derrière, voyant que ça prend pas, voyant qu'on est sur une présentation descendante. Et en fait, ce qui s'est passé derrière, c'est que le lendemain de ce kick-off, pour les équipes, il n'y a pas eu de différence entre avant et après kick-off. C'est juste, on s'est réunis ensemble, on était contents, et ça n'a pas servi à grand-chose. Et c'est en ça que le kick-off, quand vous faites un kick-off, c'est pas juste on célèbre le fait de démarrer. C'est vraiment, on va essayer de partager une vision, on rassemble pourquoi on est là. On reviendra dessus sur la suite de la présentation, mais on est très transparent sur un petit peu tous les points de vue pour montrer, chercher les motivations de chacun, etc. L'onboarding est vraiment de qualité aussi. Oui, on peut parler de l'onboarding. Il y a une vraie intégration du petit nouveau. Alors, ils sont tous très expérimentés, y compris le petit nouveau. C'est des gens qui sont quand même matures dans leur métier, qui est de braquer, de faire du pickpocket, de faire exploser des trucs. Mais vous pouvez avoir les mêmes dans vos équipes, qui développent du Java, qui font de la gestion de bases de données, qui sont très bons pour faire des tests, automatiser, ce genre de choses. L'important étant ce qu'on comprend rapidement, c'est que la plupart des acteurs ici ou des gens qui participent au braquage ont déjà travaillé relativement ensemble ou de manière plus ou moins proche. Ils connaissent déjà les savoir-faire de chacun. Ce qui se retraduit. Alors moi, je sais que j'ai eu des expériences dans une entreprise de pneumatique où on faisait des pneus. Merci. Non, où on faisait des matrices de compétences-appétences qui permettaient à chacun de s'exprimer sur sa compétence. C'est-à-dire qu'on a en ligne l'ensemble des compétences nécessaires pour la réussite. Chacun se positionnait, se mettait à un niveau, et puis derrière, on allait indiquer aux autres, tout simplement, moi, en fait, ça m'intéresse. Je ne sais pas faire aujourd'hui, mais ça m'intéresse. Alors, c'est pas fait de cette manière-là dans le film, mais c'est des choses qui peuvent vous donner de l'inspiration pour travailler avec votre équipe, pour arriver à être une équipe encore plus pluridisciplinaire et pouvoir vous remplacer les uns les autres ou pouvoir compenser parfois une baisse de régime chez une personne qui peut être en surcharge. Elle peut trouver comme ça un point d'appui. C'est un vrai investissement, ce genre de choses. C'est un investissement qui est plus efficace que d'investir dans la formation. Ce qui compte, c'est que vraiment, quand on sort du processus d'onboarding, on n'est plus le petit nouveau, le petit jeune. On est vraiment un membre à part entière de l'équipe et on est vraiment reconnu comme tel. Une des équipes que j'ai pu suivre, qui avait un des meilleurs onboarding, l'équipe préparait pour tous les nouveaux arrivants toute une batterie d'exercices pour monter en compétence sur le type de technologie utilisée par l'équipe. Et derrière, donc les personnes c'était sur une semaine, c'était tout un ensemble d'exercices, travaillaient sur d'anciennes versions de l'application. Et après, derrière, une fois que c'était fait, cette personne participait, comme les autres membres de l'équipe, à la déclinaison, remise à jour des exercices pour les suivants. La spécificité de cette équipe, c'était une équipe qui avait un très fort turnover.
C'était normal. C'était une équipe qui travaillait avec des personnes en interprojet uniquement, dans une ESN. Donc, c'était par définition normal d'avoir beaucoup de turnover. Et c'était normal de soigner l'onboarding, parce que finalement, quand on a quelqu'un qui arrive dans l'équipe, on ne sait pas quand il part. L'équipe n'est pas stable du tout. Si en soignant l'onboarding, on peut se permettre d'avoir quelque chose de pas stable, c'est pas grave. Parce qu'en fait, on sait qu'au bout d'une semaine, il peut bosser. C'est ce qui se passe ici. Leur projet, ils le font en 15 jours. Ils ne peuvent pas se permettre d'avoir 2 mois d'onboarding. Alors, une fois qu'on a constitué cette équipe, eh ben, on peut, durant notamment le kick-off, on va pouvoir décliner la vision, expliquer ce dont on a envie, vers où on veut aller. C'est ce que fait parfaitement Danny Ocean, qui est là. La vision commune, c'est vraiment le braquage de la réserve des 3 casinos de Terry Benedict en même temps. Fantastique. Pour un montant de 150 millions de dollars, un truc comme ça. Et aussi, c'est une vision qui va dans le sens de la postérité. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose que jamais personne n'a fait. Et c'est la vision qui est exposée au démarrage. Quand ils en parlent d'ailleurs avec leur sponsor, c'est ce qu'il leur a dit, c'est même braquer un casino simple, personne ne l'a fait. Du moins, personne n'a réussi à aller jusqu'au bout sans au mieux terminer en prison. Au pire, je vous laisse imaginer. Mais du coup, il y a une vraie motivation quand même à le faire et à le réussir. Parce que derrière, il y a des risques qui sont encourus. Et tous ces aspects-là, par contre, donc même si cette vision, elle va être commune, la vision, c'est vraiment là où on va être drivé par des motivations qui, elles, peuvent être différentes. Donc en effet, chaque individu qui participe à ce braquage peut avoir des motivations, un objectif individuel différent. Les motifs individuels, ça peut être l'argent, ça peut être la postérité, on en a parlé, ça peut être l'amour ou l'amitié. Ils font ça par amitié, notamment Brad Pitt le fait par amitié plus que pour autre chose, pour soutenir son pote Danny, ou par vengeance. On l'a vu, c'est le cas du sponsor. Alors, c'est peut-être pas le seul d'ailleurs qui est dans ce cas-là. Ici, ce sont les motivations qu'on retrouve dans le film. Ne soyez pas surpris, vous ne retrouverez pas vengeance dans les Moving Motivators, c'est normal. Donc on peut appuyer sur le fait, merci Fabien de citer les Moving Motivators, ça peut faire partie de votre onboarding, de comprendre les motivations individuelles de chacune des personnes qui participent à votre projet. C'est des choses que je faisais en entretien 101 quand j'embarquais une nouvelle personne, une nouvelle recrue sur certains projets. On avait une discussion complètement à cœur ouvert. Je disais, voilà, moi, je fonctionne comme ça. On fait un petit jeu, là, tac. Ça, c'est mes leviers de motivation. Et puis, ce que j'aime, moi, ce que j'attends de quelqu'un dans l'équipe dans laquelle tu vas venir, c'est ces valeurs-là. Ce qui permettait d'échanger et de trouver vraiment un terrain d'entente et de créer déjà un premier climat de confiance avec cette nouvelle recrue et de comprendre aussi ce qu'il vient chercher, lui, dans l'équipe. Pour construire cette vision, donc il faut la partager. Pour la partager, on a besoin de transparence. C'est ce qui est fait. Cette image, alors c'est pas la deuxième qui dit lors du kick-off. C'est pas la première, c'est peut-être la deuxième ou la troisième. C'est dès le début, il explique que c'est impossible. Voilà, c'est système de sécurité est digne d'un silo de missiles nucléaires. Derrière, il va expliquer en quoi, avec tout un tas de choses. C'est important, parce que finalement, tant qu'il ne le fait pas, du moins s'il ne le fait pas de manière complète, il ne peut pas être certain d'avoir l'adhésion de tout le monde à son projet. C'est-à-dire que pour avoir besoin de l'adhésion de tout le monde, il faut que tout le monde ait les cartes en main pour savoir où est-ce qu'il met les pieds. Et aussi de manière, une fois qu'il sait où il met les pieds, comment est-ce qu'il pourra y contribuer. Il y a aussi de la transparence totale sur toutes les informations que chacun peut obtenir tout le long de la préparation du braquage. C'est un élément primordial si on veut que le braquage fonctionne bien. Autrement dit, si vous voulez que votre équipe fonctionne bien, il faut qu'elle puisse partager un maximum des informations qu'elle acquiert en temps réel, les partager le plus rapidement possible avec le reste de l'équipe.
on partage aussi les solutions qui sont envisagées. C'est-à-dire qu'on fait bon nombre de brainstorming face aux difficultés et on envisage toutes les solutions, même si elles sont complètement farfelues. C'est en ça que dès le kick-off, on n'est pas sur quelque chose de très descendant, totalement descendant. On va l'être au tout début. Par contre, très vite, on va tourner dans une discussion avec l'équipe et on embarque très vite l'équipe. Et pour cela, il faut être exemplaire. C'est ce que fait Danny Ocean ici. Il est vraiment exemplaire. Il incarne déjà ce qu'il attend de son équipe. Les premiers instants du kick-off, il l'incarne. Je veux de la transparence. Si on veut que le braquage se passe bien, il ne le dit pas clairement ou explicitement, mais comme il l'incarne, tout le monde comprend que c'est important de partager les informations. Le seul petit problème... Voilà. Ah oui, c'est indispensable pour travailler ensemble, pardon. Il y a un petit point d'interrogation sur le total. Effectivement, dans ce cas-là, dans le film, la transparence, elle n'a pas été totale. Finalement, il y a un point qu'il n'a pas donné. Et en fait, ce point qu'il n'a pas donné, donc, sa motivation cachée, en l'occurrence, lui, il est déjà riche. Donc, il est déjà célèbre. Ce qui l'intéressait, lui, c'était essayer de récupérer sa femme, que Terry Benedict avait séduit et donc restait avec. Le fait de ne pas avoir partagé cette motivation, c'est le seul point d'accroche ou de tension qu'on a dans tout le film. C'est-à-dire même sur des éléments où ça ne se passe pas forcément bien, parce que ce n'est pas forcément ce qu'on avait prévu, il n'y a pas de tension, parce que l'équipe se fait confiance. On a eu la transparence, il n'y a pas de souci, les gens se connaissent, ils ont l'habitude de travailler ensemble, ils ont été bien abordés. Par contre là, c'est un élément qui n'a pas été dit et qui vient remettre en question le projet. On se dit, ok, là tu es en train de tous nous mettre en danger, juste pour toi. Tu le fais pas pour nous. Et c'est ce point d'accroche du coup, qu'ils ont dû résoudre avant de pouvoir enchaîner. Pour l'intelligence collective, quand ils sont face à des difficultés, je vous en parlais tout à l'heure, ils mettent en œuvre vraiment l'intelligence collective. En fait, cette intelligence collective, c'est le problème de tous. Enfin, quand il y a des problèmes qui apparaissent, en tout cas, c'est pas le problème d'une personne. Moi, je me souviens dans les équipes, quand un dev spécifique disait « moi, j'ai un souci là-dessus », les membres de l'équipe, ils restaient complètement sourds. Et puis, en daily meeting, on a les yeux qui se baissent comme ça. Puis on attend. Et là, s'il n'y a personne, s'il n'y a pas un leader dans l'équipe qui dit « Attendez les gars, qu'est-ce que vous avez entendu là ? Il y a un problème là. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un problème dans l'équipe ? C'est l'équipe dans laquelle vous voulez évoluer, là, une équipe qui ne s'entraide pas ? C'est le problème de tous, en fin de compte. Parce que alors, c'est d'autant plus vrai pour un braquage qu'il faut organiser en 2 semaines. C'est-à-dire, quand le problème apparaît, on n'a pas le choix. Si on veut que ça réussisse, il faut absolument qu'on se mette tous autour de la table et qu'on implique tout le monde. Et pour que c'est le problème de tous, ça veut dire non seulement on va partager les informations à tous, mais également tout le monde est à l'écoute. C'est exactement ce qu'on a dans cette scène. On est dans la merde et profond. À ce moment-là, l'équipe est en train de travailler sur toute autre chose, qui est super important. Ils sont en train de répéter, ils sont en train d'ajuster le scénario. Ils vont totalement s'arrêter de faire ce qu'ils avaient en cours pour justement aller sur l'urgence qui est en train d'être remontée. Et de cette urgence, commencer directement à brainstormer, savoir qu'est-ce qu'on peut faire, trouver des solutions. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu des délits où Adrien a décrit le cas du délit où la personne n'ose pas forcément parler de ses problèmes. J'en ai vu pas mal aussi. J'en ai vu pas mal aussi où c'est le contraire. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui vraiment il fait signe, il dit voilà je suis bloqué. Puis en fait les autres de toute façon ils sont juste en train de réfléchir sur ce qu'ils s'apprêtent à dire juste derrière sur le délit parce que c'est bientôt leur tour de parler. Et en fait personne n'écoute celui qui est en train de dire on est dans la merde. C'est ça aussi l'intelligence collective. Hein. C'est pas juste on fait un atelier de brainstorming. À n'importe quel moment, on peut s'interrompre, on peut travailler ensemble, on peut mobiliser les connaissances de chacun et sans forcément, là ils n'ont pas dit ok, t'as un problème, c'est pas grave, on va faire le point dans 1 heure, on va monter un atelier, on va travailler ça. Ça s'est fait directement. Ou tu nous en parleras en rétrospective. Il est 15h, le délit c'est demain à 10h, pas travailler maintenant.
Cette vision du traitement de problème, cette vision d'intelligence collective, c'est une vision très lean. En lean, on utilise le système Andon. Je ne sais pas si ça parle à beaucoup de monde. Je vois des hochements de tête. Le système Andon, c'était sur les chaînes de Toyota. On avait des cordons au-dessus des chaînes de production, donc le fameux cordon Andon. On avait des indicateurs de tous les côtés qui montraient l'état de la chaîne de production. Et ce qui faisait que n'importe qui pouvait voir finalement la bonne santé ou non de la chaîne de production. Et s'il y avait un problème, on prenait le cordon, on tirait dessus, ça arrêtait la chaîne. Ça permettait de réduire le gaspillage. Voilà, on constate le problème, on ne va pas attendre, parce que de toute façon la chaîne elle ne s'arrête pas de tourner, elle continue. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est on arrête, on est disponible. Derrière, on regarde ce qui se passe, on va inspecter, on va proposer des solutions et on va prendre une décision. Ce système, vous le retrouvez dans toutes les caisses automatiques des supermarchés. Quand vous passez, il y a une petite lumière qui peut passer au rouge d'un seul coup, et là, bizarrement, pouf, vous vous retournez, vous avez quelqu'un qui vient vous aider. C'est ça un système en Andon. C'est super efficace. Alors l'équipe, elle fonctionne avec un certain nombre de règles, ce que parfois certains appellent les standards d'équipe. Ces standards, ils sont définis par l'équipe, pour l'équipe, et c'est l'équipe qui les fait appliquer. On a cette illustration, un moment fort en fait du film, c'est en effet Danny Ocean qui vient de se faire prendre la main dans le sac, c'est-à-dire qu'il a été vu par Terry Benedict, lui qui devait intervenir avec un déguisement ne peut plus intervenir. Et il a été vu par Terry Benedict en train de courir après la femme. Donc forcément, femme, ouais. Et en plus vraiment dans le voyeur de Terry Benedict, autant dire que c'est fini. Donc la décision prise par son second, là on pourrait dire son second, mais c'est une décision qui aurait pu être prise par n'importe qui. On est grillé, de toute façon, il faut trouver une pièce de remplacement. En l'occurrence, là, la scène, elle se fait avec les trois personnages. C'est en gros, Danny, t'es grillé. Linus, est-ce que tu t'en sens capable? Et le petit nouveau qui vient de débarquer moins de 2 semaines avant, quand même. Hein. Il dit, je sais pas. Et il loche assez timidement la tête. Ce qui va s'en suivre derrière, c'est on va investir aussi du temps, on va investir des moyens pour que Linus, le petit nouveau, puisse reprendre un rôle d'acteur, de jouer la comédie, le rôle d'un inspecteur des casinos, au pied levé en fin de compte, qui puisse faire bonne figure face à un Terry Benedict qui est quand même quelqu'un qui est présenté comme un mafieux, à qui on ne la fait pas, et qui arrive à déceler les incohérences parce qu'il est très observateur, très analytique. Donc ça paraît quand même une mission relativement impossible. Cela dit. Et si c'est possible de le faire, donc on a vu la qualité de l'onboarding, etc., c'est parce qu'ils sont surtout capables de s'adapter. Ils vont s'adapter aux différents éléments qu'ils vont rencontrer. Donc, fonction donc, des contraintes extérieures, on l'a vu là finalement, Danny est grillé. On l'a vu juste avant, voilà, c'était la phrase un petit peu après le problème remonté parce que le plan qui avait été prévu ne fonctionne pas. Ils vont aller chercher des solutions. Tout le monde est en mesure de proposer les solutions. On adapte le plan. Cette adaptation, elle va être vraiment nécessaire parce qu'en plus, on est sur un temps très court. Les contraintes, on a une deadline à tenir, on avance. Je ne sais pas s'il y en a qui utilisent des burn down. C'est vraiment à ça qui sert le burn down. C'est si on est au milieu, qu'on voit que le burn down il est encore tout en haut, on sait que notre plan, on n'est que rien de notre plan. Et pourtant, on est déjà à la moitié de l'avancement. Donc finalement, la date butoir, si on n'est pas en mesure de la bouger, tant pis, on va adapter le comment on y répond. Et on va faire rebouger le plan. C'est exactement ce qu'ils font un petit peu tout du long. Hein. En effet, et ils se servent, ils mettent en place une réplique du coffre justement pour pouvoir créer cet environnement sécurisé dont on parle tant dans les équipes, créer un environnement psychologique et physique sécurisé. Eux le font, plus avec une orientation produit, c'est une orientation très succès, c'est-à-dire on va répliquer à l'identique le coffre afin de pouvoir s'entraîner sans relâche jusqu'au moment où on sera prêt. Ouais.
Je vois que j'étais un poil vite, j'aurais dû me retourner. Burn down, etc. On adapte. Dans la scène, c'est exactement ce qui se passe. Ils ont utilisé leur spire, donc qui désactive le réseau électrique. Ils sont coincés dans la cage d'ascenseur. En plus, pas de chance. Le cordon est trop court. Les lasers vont se rallumer. Ils savent qu'ils ont vraiment que quelques instants pour prendre la décision. Parce que finalement, lui, le temps, il ne va pas s'arrêter de tourner. C'est pareil sur vos projets. Hein. C'est les gens en face, si vous leur dites « Non, mais je suis en plein sprint, je sais que, ouais, ok, très bien, le site en prod est tombé, mais on va voir ça dans le sprint suivant. Là, notre sprint, il est complet. Vous vous doutez bien que ça ne marche pas. Il faut être capable vraiment de prendre des décisions rapidement. C'est possible parce que avant, vous avez pu créer l'environnement pour le faire, vous avez appris, chacun a appris, vous avez appris de vos erreurs également. Et là, vous êtes en mesure, très vite, il dit « Ok, bah, coupe. Hein, c'était des professionnels de ce type d'infiltration, ils avaient déjà pu le faire. Ils ont pu prendre la décision sans en faire un point d'équipe. » Ils ont fait un petit saut de 3 mètres dans le vide, mais ils ne se sont rien cassés. Si on revient sur les rôles, d'après vous, si on devait calquer cette équipe-là sur une équipe agile, on se dit, voilà, c'est une équipe agile, où est mon PO, où est mon Scrum Master? On a vu qui était le sponsor. D'après vous, pour ceux qui ont vu le film et qui s'en souviennent. Alors on a eu PO, Georges Clooney en PO et Scrum Master. Et Scrum Master. Je vois quelques têtes qui hochent, d'autres qui sont plus dubitatives. C'est une réponse à laquelle c'est une question à laquelle on a des difficultés nous aussi à y répondre. On peut parler de leader. Donc en effet, Georges Clooney, lui, il amène une idée, il amène un plan. Il est épaulé, certes, par ce qu'on pourrait éventuellement définir comme un bon Scrum Master. Et en fin de compte, plus on avance dans la préparation du plan, plus ces rôles-là que vous connaissez, vous, dans les équipes, sont diffus. Ils se diffusent réellement vers tous les autres membres de l'équipe. Ce qu'on constate, c'est que très vite, chacun est un petit peu autonome. Ils vont travailler en tout petits groupes. Ils travaillent souvent par 2 ou 3. Et quand ils travaillent par 3, il y en a toujours un qui va agir un petit peu en tant que facilitateur. Il y en a un qui va être à distance, il va regarder ce qui se passe sur les caméras, il va hacker le réseau pour surveiller, il va prévenir et il va juste accompagner. Et finalement, donc ce rôle qu'on pourrait mettre plus sur Scrum Master, c'est pas uniquement ces personnages qui le font. À tour de rôle, ils vont tous le porter, ce rôle, ou presque tous. Finalement, ce sont des team players. On a un ensemble de team players, c'est des joueurs qui jouent pour l'équipe, et pas forcément individuellement parlant. J'ai mis une petite citation que j'adore particulièrement parce que dans le cadre du film, on a vraiment cet état d'esprit qu'on recherche. C'est aucune tâche n'est trop humble si elle est nécessaire. C'est en gros, quelle que soit la tâche, s'il faut la faire, il faut la faire. Même si ça fait chier tout le monde, il y a bien quelqu'un qui viendra la faire et il faut absolument qu'on soit tous leaders sur cette tâche et que celui qui se sent pas forcément le plus légitime, mais celui qui se sent le plus capable ou le plus libre pour la faire, l'a fait. À titre d'exemple, j'ai lu un très très bon bouquin sur les All Blacks. Le premier truc cité, c'est les All Blacks qui, après une victoire, je ne sais plus en quelle année, là, balayent eux-mêmes le vestiaire. Les mecs sont des stars. Sur le terrain de rugby, ils sont des stars. Et pour autant, les gars, à la fin, ils considèrent qu'ils sont eux-mêmes capables de prendre soin d'eux-mêmes et de leur vestiaire. C'est quand même hyper humble. Et c'est ce qu'on attend un peu de ces team players. Et c'est ce qu'ils sont dans le film. Alors, en fin de compte, en 5 minutes, est-ce que l'équipe de Dany, elle est agile? Agile ou pas? Ouais. Vous avez l'air... Donc la réponse est oui dans le public, hein, majoritairement. Voilà. Alors, faut savoir qu'Adrien, quand il m'a proposé de participer à la conf, il m'a envoyé le pitch, il m'a dit « Ok, ça t'intéresse ?»
Moi, j'ai eu l'erreur, j'ai lu que la première ligne du pitch. Hein. J'ai juste lu, on va revisiter la sauce flamande. Voilà, Van der Schrik, Van der Poel, Van der Schrik. Donc on revisite la sauce flamande, je fais OK, je signe. Hein. Après, j'ai eu la suite du speech. Et je me dis, mais ça n'a rien à voir avec l'agilité, Ocean Eleven. C'est, en plus, le film, bon, il était un peu lointain. Et effectivement, en revoyant le film, clairement, ils sont sur un plan qui est préétabli. Le plan est déjà à moitié pensé avant même de rencontrer l'équipe, même s'il va être un tout petit peu adapté par l'équipe, mais le plan, il est déjà là. Le délai, ils peuvent pas le bouger, parce que finalement, le braquage est prévu une date de soir de match, là où les caisses du casino sont le plus remplies, sinon ça vaut pas le coup. Le coût, on n'en parle pas vraiment, mais le sponsor qui va mettre l'argent, on se doute bien qu'il n'a pas les moyens illimités, et dans tous les cas, l'équipe, elle est déjà là. Les délais sont tellement courts, on n'a pas forcément le temps de remettre plein de monde derrière. On considère que l'équipe, elle se suffit à elle-même. Toutes les compétences sont déjà là, on ne va pas rajouter en plus. Donc, vu comme ça, on se dit, non, c'est pas agile. Surtout qu'ils itèrent très peu, en fin de compte. C'est du one shot. Hein. Donc, c'est vrai qu'à première vue, on pourrait se dire, non, l'équipe, elle n'a pas l'air plus agile que ça. Alors, on fait une réponse un petit peu de Normand. Elle fait pas de l'agile, c'est-à-dire il n'y a pas de Scrum, il n'y a pas de Kanban, il n'y a pas de trucs comme ça. Il n'y a pas de safe. Hein. Ils mettent pas en place un framework. Par contre, si on regarde la même année le manifeste agile avec ses 12 principes, alors que on a un petit peu rewordé pour que ça puisse passer sur le slide. C'est pas une nouvelle version du manifeste. Ouais, c'est pas une nouvelle version. Donc, si on fait le décompte, en fin de compte, il y a plein de verts. C'est les principes du manifeste qui collent plutôt à ce qu'on a pu voir dans le film. Il y a du bleu, donc moyen. Ça colle, mais pas trop, notamment sur l'aspect itératif. En fait, on n'a qu'un seul sprint qui va durer 2 semaines. Donc, en effet, l'itération, elle n'est pas trop là. Par contre, si on regarde dans le détail, ils se mettent dans des conditions d'itération, de test and learn continuellement. La simplicité, alors là, c'est la grande question. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu faire plus simple pour faire le braquage ? Là, j'ai pas de réponse. Je me dis que potentiellement, on était face à une équipe d'experts. S'ils ont choisi de faire le braquage de la manière dont ils l'ont organisé, c'est que certainement, ça devait être le plus simple pour eux. Avec quand même dans le film, ce qui est intéressant, c'est de voir toutes les diversions et de se rendre compte de toutes les diversions qu'ils mettent en œuvre pour réussir à faire le braquage. Et ils mettent littéralement leur vie en jeu en le faisant aussi. Donc, ils savent qu'ils n'ont pour le coup pas le droit à l'erreur. Le rythme souhaitable pour tous, je pense pas. Alors, il y a un point d'interrogation. C'est parce qu'effectivement, on n'a pas l'impression qu'il y en a un qui fait un burn-out en sortant. Il y en a un qui a perdu à moitié sa main. Il a quand même été au bout du sprint. Voilà. S'il devait en refaire un deuxième juste derrière tel quel, c'est pas soutenable du tout. Donc, c'est pas soutenable dans le sens, on va être soutenu dans le temps. Par contre, effectivement, ils ont pu arriver au bout et sans épuisement, mais voilà, on l'a quand même mis en rouge parce que bon, j'ai pas rencontré un projet où quelqu'un a perdu la main sur son projet, mais ça semblait pas très bon. Et le dernier, accueillir les changements de besoin, même tardivement. Clairement, je pense que la réponse est non. Ils n'accueillent pas de changement de besoin, en fait. Le besoin est toujours là. Le besoin, c'est des besoins de vengeance pour certains, des besoins d'argent, des besoins d'aller sortir des griffes du méchant, sa bien-aimée, ce genre de choses. Donc finalement, il nous reste 1 minute. On est à 10 sur les 12, on a mis 0,5 pour ceux qu'on n'était pas vraiment sûrs. Donc si on regarde le manifeste, ils sont agiles. Et pourtant, ils prennent pas vraiment le triangle de fer. Il est pas du tout, il bouge pas en fait, il est fixe et voilà. Donc c'est d'où la réponse de Normand. Et en fait, ce qu'ils font, c'est un design sprint qui est très long. Hein. C'est un design sprint prévu, donc c'est prévu pour 1 semaine. Ça passe parce que justement, il n'y a qu'une seule itération. S'il y avait eu plus d'itérations derrière, ça ne passe pas. C'est pareil, si jamais vous voulez mobiliser des équipes sur un gros projet sur un temps très court. Il y a eu une expérience, je ne sais pas si en 30 secondes, tu as le temps d'en parler. J'ai une expérience, moi. Ouais,
as fait un design Oui, sprint. on a court. fait des design sprints. En fait, j'ai eu la chance d'organiser des design sprints sur une semaine pour répondre à une problématique technique. Et en effet, ça répond vachement bien. Les gens sont super contents à la fin parce qu'ils ont l'impression de créer une vraie équipe comme celle de Danny Ocean et aussi de participer à quelque chose qui leur fournit un vrai objectif. Avec un vrai livrable, avec quelque chose qu'ils peuvent montrer à la fin, sur lesquels ils ont appris, sur lesquels ils ont joué, ils ont traité un enjeu majeur avec des gens avec qui ils n'ont pas l'habitude de travailler. Donc ça peut être génial. Quand Adrien nous en avait débriefé sur notre communauté de pratique, ce qui était ressorti, c'est que c'était vraiment top, mais c'était quand même très lourd. C'est-à-dire que oui, ça marche sur un truc, sur un trait ponctuel, mais effectivement, on retrouve le côté pas soutenable. Ouais, je leur avais posé un petit questionnaire à la fin d'ailleurs à cette équipe, c'était est-ce que vous seriez prêts à recommencer lundi prochain? Ils ont répondu avec honnêteté et transparence. Le week-end prochain, non, mais le week-end d'après, si tu veux. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup.